Nous approchons de la fin de l'hiver et il est temps de faire les comptes. Alors pour cela, nous allons parler d'un vieil ami, le vortex polaire. C'est le grand sujet de ce décryptage météo numéro 13. Alors avant toute chose, j'aimerais réserver le meilleur des accueils aux 28 nouveaux abonnés qui sont arrivés suite donc au décryptage météo numéro 12. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont bien réagi donc avec les j'aime, les commentaires, etc. Donc ça continue à très bien progresser. Et si vous voulez que ça continue de la même façon avec le numéro 13, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, etc. etc. Franchement, pour l'instant, ça marche plutôt bien et j'en suis très heureux. Mais sans plus attendre, eh bien, je vais vous parler d'une publication qui a beaucoup attiré mon attention sur X. Donc, le compte X de World Climate Service a publié donc ceci. Donc, au niveau 10 millibars ou 10 hectopascales, c'est-à-dire l'altitude du vortex polaire, eh bien, les vents d'ouest aux 60 degrés nord vont de nouveau atteindre donc une puissance record dans les prochains jours et la moyenne décembre-février pourrait battre le record de 1975-1976. Et alors, donc l'oscillation arctique, on va en reparler, donc la moyenne de décembre à février sera négative, ce qui est donc une déconnexion monumentale. C'est tout à fait rare, mais un peu moins durant les épisodes La Niña. Alors je vais vous montrer en grand donc cette image-ci, puis on parlera d'autres choses, on pourra un petit peu expliquer, et puis je vous montrerai aussi cette image. Donc cette image montre l'évolution des vents zonaux depuis donc mi-octobre jusqu'à maintenant avec les prévisions. On voit donc 60 degrés nord, zone almine 10 millibars wind, donc c'est vraiment à 10 hectopascales, à l'altitude du vortex polaire, les vents zonaux moyens, donc du côté de 60 degrés nord, avec la vitesse en mètres par seconde. Et vous pouvez voir donc que la vitesse donc, de cette année, on le voit en vert ici, est très largement au-dessus de la moyenne qui est la ligne jaune, et elle est même bien souvent, très souvent au-dessus donc de la zone en gris foncé qui est celle donc du quantile 50 et même très souvent dans la zone donc du quantile 90, c'est-à-dire que 10% des valeurs uniquement se situent dans cette zone et parfois on est même en dehors de cette zone et on vient titiller les valeurs records. Donc c'est quand même la signification que le vortex polaire était très puissant puisque si vous avez beaucoup de froid donc dans la zone arctique, eh bien, ça provoque un grand contraste avec les zones plus tempérées et plus tropicales. Et donc, ben, quand vous avez un grand contraste de température, forcément, cela provoque des vents puissants. Donc, des vents puissants, c'est la signification d'un vortex polaire puissant. Voici un autre diagramme qui peut vous paraître très barbare, mais qui est malgré tout très utile pour donc appréhender le comportement du vortex polaire. Nous nous trouvons donc, alors on va un peu changer de couleur, on va mettre du jaune, voilà, toujours avec des séries temporelles qui commencent ici en janvier, hein, on voit, faut toujours bien imaginer qu'on est d'abord donc le mois et puis le jour, on est un peu dans le mode anglo-saxon et on continue et on va jusqu'en mars, donc on a les prévisions. Alors vous avez ici la pression. Donc, quand vous êtes à 1000 hectopascales, ça veut dire que vous êtes évidemment sur le plancher des vaches. Alors, on a 500, ça c'est les fameux géopotentiels à 500 hectopascales. Puis on arrive à 200, 300, c'est l'altitude du courant jet. Et puis quand on va au-dessus, ben, effectivement, on a l'altitude du vortex polaire. Alors, GFS, Northern Annular Mode Index, vous avez l'index ici. L'index qui sert à voir en fait les anomalies
de géopotentiel, les anomalies de température, les anomalies du vortex polaire, et puis plus bas, de la troposphère. Et remarquez ici la grosse anomalie jaune-orange, donc qui correspondait bien au 10 février. Et donc on a eu un puissant anticyclone donc, du côté de l'Arctique. Et bien donc nous sommes là bien plutôt dans la troposphère, mais passé une certaine pression, une certaine altitude, vous êtes dans la stratosphère. Et quelle est la conclusion donc de ce diagramme? C'est qu'en fait nous avons eu périodiquement des anomalies rouges, oranges au niveau de la troposphère, donc dans l'hémisphère nord, mais globalement la stratosphère est restée dans les anomalies vertes, gris, bleu, quelque chose comme ça. Et donc c'est bien ce qu'indique la publication de World Climate Service, c'est que la stratosphère et la troposphère étaient déconnectées. Et si vous voulez avoir une transmission de la stratosphère vers la troposphère, lorsque vous avez un réchauffement donc stratosphérique soudain, il faut qu'il y ait couplage. Si vous avez, on a eu un tout petit réchauffement ici, plutôt une baisse de la puissance de la stratosphère au moment où on avait l'anticyclone troposphérique. C'est vrai que parfois les anticyclones dans l'hémisphère nord, je pense notamment à l'anticyclone auroral, peuvent transmettre des flux de chaleur vers la stratosphère. Mais si vous n'avez pas de couplage stratosphère-troposphère, eh bien les réchauffements stratosphériques soudains ne peuvent pas descendre vers la troposphère et on ne peut pas avoir d'anticyclone arctique qui donc se forme avec un inversement des vents zonaux qui passent de l'ouest vers l'est. Et donc on ne peut pas avoir de vagues de froid provenant du vortex stratosphérique. Et la conclusion, c'est surtout que comme il a fait un petit peu froid à certains moments cet hiver, eh ben, nous n'avons pas besoin de la stratosphère, majoritairement parlant, pendant un hiver classique, pour avoir du froid. Ça, c'est la grande conclusion de ce type de diagramme. Voici donc la deuxième image du compte World Climate Service que je voulais vous montrer. Donc, nous sommes toujours de décembre à février dans les vents de la stratosphère à 60 degrés nord par rapport à l'index de l'oscillation arctique dont je vais vous parler après. Et donc, tout ça en mettant en relation donc les épisodes froid ou chaud, ENSO, c'est-à-dire La Niña ou El Niño, puisque donc ENSO veut dire El Niño Southern Oscillation, l'oscillation arctique. Et donc, vous avez en ordonnée, vous avez l'oscillation arctique et en abscisse, vous avez les vents zonaux qui sont donc positifs ici et négatifs ici. Et ce qu'on constate, c'est que même s'il n'y a pas une relation totale de cause à effet, il est vrai que nous observons 4 hivers avec donc des vents zonaux plutôt positifs ici et donc une situation arctique qui est négative. Et donc nous avons 4 hivers avec une La Niña. Donc on a effectivement des La Niña un petit peu partout, comme on a des El Niño un peu partout aussi. Mais c'est vrai que nous avons une petite concentration là de 4 hivers avec un vortex polaire quand même bien constitué et une oscillation arctique donc qui est négative. Donc ça veut dire avec des anticyclones polaires possibles. Donc ça fait partie des scénarios, même si la relation n'est pas totalement directe. Et donc, c'est quoi l'oscillation arctique? Eh bien, à la différence de l'oscillation nord-atlantique qui mesure la différence de pression entre les Açores et l'Islande, eh bien, l'oscillation arctique mesure la différence de pression entre le 20 degrés nord et le 90 degrés nord, donc pile le pôle. Et donc, ce qu'on peut constater ici, sur cette période qui va depuis début novembre et donc jusqu'à début mars, on a ici en rouge, on a les prévisions. Eh bien, on a l'index ici. On peut constater déjà la moyenne est effectivement négative, comme le dit. Enfin, on est évidemment avec le mois de novembre, mais si on prend à partir de décembre, je pense que ça reste aussi négatif. On a plusieurs moments quand même bien négatifs
qu'on peut constater, et je pense que si on fait la somme, elle reste négative sur la période depuis décembre, mais donc effectivement l'oscillation arctique était majoritairement négative, pas extraordinairement négative, mais elle l'était quand même, et donc tout ça est à mettre en relation avec le vortex polaire, donc stratosphérique, qui pourrait être presque même record, en tout cas qui est dans les valeurs les plus élevées depuis 50 ans, mais donc l'oscillation arctique était négative et favorisait peut-être à certains moments quelques descentes froides, comme on a un petit peu eu, même si nous avons eu aussi des froids de basse couche. Après avoir parlé pendant 10 minutes du passé, parlons quelques instants du futur, avec donc l'oscillation nord-atlantique. Eh bien, vous pouvez constater donc dans la zone rouge qu'elle sera positive. Je rappelle que l'oscillation nord-atlantique, c'est la différence de pression entre les Açores et l'Islande. Si elle est positive, ça veut dire que vous avez un anticyclone sur les Açores et une dépression sur l'Islande, et donc vous avez un flux d'ouest. A contrario, eh bien, éventuellement, potentiellement, théoriquement, c'est très théorique, des vents plus froids pourraient venir du nord ou du nord-est avec une oscillation nord-atlantique négative. Sur les cartes d'Alissa Bentley, eh bien, nous pouvons distinguer cette anomalie positive sur les Açores. Donc, vous avez les Açores ici et vous avez une crête anticyclonique qui s'étire depuis les Caraïbes jusqu'au sud-ouest, à l'ouest de l'Irlande. Et puis vous avez une petite dépression sur l'Islande, mais vous avez surtout une plus grosse dépression qui provient donc du nord-est des États-Unis avec une descente froide sur l'est de l'Amérique du Nord. Donc vous avez entre les deux clairement un flux d'ouest. Ceci étant, cela pourrait être un flux d'ouest relativement nordique et il faudrait peut-être surveiller le glissement d'une dépression vers le nord de l'Afrique qui pourrait venir se mettre en dessous donc, de la barrière anticyclonique, de la crête anticyclonique qui se développe par-dessus. Mais cela, c'est encore une autre histoire dont on parlera évidemment sur X et peut-être, qui sait, dans le décryptage météo numéro 14. Que conclure de tout ceci? Eh bien, donc, comme je l'ai déjà dit, c'est que la troposphère peut fabriquer sa propre météo toute seule sans avoir recours au vortex polaire stratosphérique. Et malheureusement, certains préfèrent se focaliser uniquement sur lui, regarder les prévisions à 15 jours pour voir son évolution, et si jamais il y a un affaiblissement, un possible split, eh bien, c'est d'annoncer vraiment de manière tonitruante, eh bien, une vague de froid à parfois 2-3 semaines d'échéance, comme ça c'est encore, on a pu encore le voir ces derniers temps avec une possible vague de froid pour la Saint-Valentin. On a eu tout simplement moins 2, moins 3, moins 4 degrés de température minimale à Bruxelles et 3-4 degrés de température maximale. Tu parles d'une vague de froid. Le problème, c'est que les médias l'auront largement répercuté, puisque évidemment, ils ne s'intéressent qu'au sensationnalisme et à attirer les gens pour leurs besoins essentiellement publicitaires, oseront mettre les pieds dans le plat. Mais tout ceci n'aura qu'une conséquence, c'est de décrédibiliser la météorologie et d'une manière générale la science. Et Dieu sait que pour l'instant, nous n'en avons absolument pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas surveiller le comportement du vortex polaire, mais il faut le faire avec circonscription, méthode, objectivité, rigueur. Voilà, c'est le message que je voulais vraiment vous faire passer. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. J'ai fixé vraiment la date, le jour de la semaine ou lundi pour le décryptage météo. Ceci étant, il y aura une petite incertitude plutôt technique. Donc j'espère que je pourrai vraiment mener à bien ce décryptage 14 l'année prochaine. Si jamais ce n'est pas le cas, vous en serez prévenu par le compte X, mais aussi peut-être par une petite publication sur la chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment pour l'attention que vous portez, l'attention grandissante que vous portez à cette chaîne YouTube. Et je vous dis donc, je l'espère en tout cas, à la semaine prochaine.